Pour cette table ronde, j'ai parmi les intervenants Johan Cojol, ici présent, directeur d'investissement au sein de BPI France. Donc il va se présenter et dire un petit peu ce qu'il fait. BPI France, c'est 2500 personnes sur l'ensemble du territoire, dont 1000 à Paris, une cinquantaine de bureaux, et c'est un maillon essentiel pour le financement et le développement, pas simplement des startups, mais également des PME et même des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Donc un maillon essentiel pour que les petites graines de demain d'aujourd'hui puissent devenir les chaînes de demain. Nous avons également, à ma gauche également, Stéphane Voisin. Alors Stéphane Voisin, il est responsable d'un programme finance verte et durable, parce que la question green, des générations futures, etc., est quelque chose qui est important, puisqu'on est au XXIe siècle et la question de la valeur matérielle n'est pas simplement une valeur de possession, mais il y a également une valeur d'usage. Et puis la question, on a de l'argent, mais l'argent c'est pas pour être comme Picsou, mais au service de la planète, ce qui d'ailleurs fait rappeler le sous-titre de ce troisième blockchain Agora, c'est Sustaining the Planet, the People, the Project. Donc, les trois dimensions sont importantes. Donc Stéphane Voisin, donc, il est responsable de ce programme finance verte et durable au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut Louis Bachelier. Voilà. Et nous avons également à ma gauche, cette fois-ci, David Derry, qui travaille pour la partie française d'une fintech qui s'appelle eToro. Il la présentera un peu plus en détail. eToro étant une multinationale. C'est une blockchain de la finance, mais c'est au sens plus, comment dirais-je, modèle de trading pour faire des transactions sur la blockchain, mais avec une visibilité de ce qu'on fait, puisque c'est quelque chose qui est collaboratif. C'est comme si je boursicotais et que les autres boursicoteurs connaissent mes actions d'achat et de vente en toute transparence. Après, je ne sais pas ce qu'en pense la commission des opérations de bourse ou des organismes comme ça, mais peut-être qu'à terme, il faudra que les organismes évoluent, parce que dans les agrégats monétaires, il y a les agrégats monétaires niveau M1, M2, M3, M4. Peut-être qu'il faudrait un agrégat monétaire M5 qui intègre les crypto-monnaies. Donc ça, c'est une des propositions que je formule dans la thèse que je soutiendrai dans 12 jours, ici même à Télécom. Voilà. Donc je vais vous laisser la parole. Je vais commencer par me tourner vers Johan Cojol, parce que c'est d'abord l'argent, le nerf de la guerre, et la sélection des projets innovants qui méritent d'être financés et accompagnés. Et ensuite, des cas plus concrets avec Stéphane Voisin et David Derry. Johan, c'est à vous. Merci David pour cette introduction. Je vais essayer de présenter très rapidement ce qu'on fait chez BPI et pourquoi est-ce qu'on est concerné, comme vous tous, par la thématique blockchain et crypto. Si je suis un peu lent, tu n'hésites pas à me Je serai gardien du temps. Très bien. Donc BPI, très rapidement, BPI France, c'est une banque de soutien aux startups, aux PME, aux ETI, comme tu l'as rappelé. Donc un métier d'investisseur avec une logique de recherche de performance financière, couplée à une logique d'intérêt général, bien entendu, mais on recherche les deux dans tous les projets. Donc à la fois apporter des capitaux à des startups françaises, mais en même temps être capable de faire fructifier ce capital pour pouvoir, une fois qu'on a désinvesti, le recycler et le réinvestir dans d'autres sociétés. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la blockchain? En fait, on n'a pas le choix. On trouve ça super, mais de notre côté, on n'a pas le choix. On est impacté sur tous nos métiers. Nos métiers, c'est une activité bancaire, de prêt bancaire, de prêt d'amorçage, de prêt à l'innovation. C'est une activité d'investisseur en fonds propres, en capital. Et sur l'ensemble de notre gamme de produits, on a des porteurs de projets aujourd'hui qui viennent nous voir en nous demandant est-ce que vous êtes intéressé par mon modèle blockchain, mon modèle crypto, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes capable de vous positionner par rapport à ça? Et on a aussi des gens qui viennent nous voir alors qu'à la base ils n'ont pas un modèle blockchain ou crypto, mais après qu'on leur a accordé un prêt ou après qu'on ait investi à leur capital dans les discussions entre actionnaires, ils nous expliquent qu'en fait ils aimeraient bien pivoter ou
faire évoluer leur modèle économique pour intégrer un modèle blockchain ou IT. Donc nous, on a été amenés à se pencher sur les questions en interne, de doctrine interne, c'est-à-dire de quelle manière on peut accompagner l'essor de l'écosystème, et toutes les questions techniques qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder, mais comment est-ce que je réalise l'opération, comment est-ce que je détiens des tokens, comment est-ce que je les valorise, comment est-ce que je peux me projeter pour calculer un rendement potentiel sur un modèle en equity dans une société qui porte une ICO, ou carrément dans un modèle en token. Voilà, c'est un peu des considérations sur le terrain qu'on a au jour le jour. Voilà, je ne sais pas si ça répond à peu près à ta Un petit peu, question. Sachant qu'il y avait un précurseur justement dans les mondes virtuels et parallèles, c'était, on n'en parle plus parce que le soufflet est retombé, c'était Second Life avec les Linden dollars. Bon, bien sûr, c'était pas de la blockchain, mais c'était la possibilité de créer de la monnaie virtuelle et après faire des transferts de cette monnaie dans le monde physique et vice-versa. On est de plus en plus dans le digital, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes et la cohabitation entre le monde physique et le monde numérique. Il n'y a pas l'un qui va se suppléer à l'autre, mais une augmentation du champ des possibles. J'ai assisté ce matin à une table ronde sur la blockchain et le design utilisateur, et donc c'est justement cette ubiquité qui conditionne à la fois les usages et les comportements et les relations entre les individus. Et pour prolonger ce que tu dis, on retrouve cette espèce d'hybridation également dans les moyens de financement, puisque on a des sociétés qui peuvent se financer soit via de la dette bancaire, soit en faisant rentrer des investisseurs à leur capital, qui à côté peuvent lever de l'argent via une ICO, donc un moyen de se financer qui est non dilutif, mais qui est parallèle aux moyens de se financer plus traditionnels. Et toute la question, c'est comment rétroagit cette communauté de porteurs de jetons vis-à-vis de la communauté d'actionnaires. Comment se crée la valeur dans chacun des deux pôles? Est-ce qu'il y a un transfert de valeur à un moment donné entre les deux? Enfin, il y a une question, cette hybridation que tu mentionnes, on la retrouve aussi dans le moyen de se financer. Et après, on pourrait peut-être imaginer, mais là j'anticipe peut-être des questions, c'est pour accorder un prêt, un crédit ou une action dans la vie physique, on va regarder la solvabilité financière de l'individu, d'une personne physique ou morale, et la valorisation sera faite à la fois par les différents états monétaires que j'ai évoqués, mais également par rapport à des détentions de monnaie virtuelle. Et ça va rentrer dans la balance. Alors peut-être avec un coefficient plus faible, parce que la volatilité ou la fragilité par rapport à des spéculations éventuelles est plus forte, on l'a vu, parce que qu'est-ce qui a popularisé le Bitcoin? C'est Nabila. Donc c'est à partir de ce moment-là que le cours a commencé à être chahuté. Mais il ne faut pas perdre de vue que le monde est en train de changer avec la blockchain, comme le monde a changé avec Internet, et que c'est en fait la deuxième étape de cette révolution numérique, avec un modèle distribué, peer-to-peer, où la preuve n'est pas au sein d'une seule et une même personne ou autorité, mais distribuée. Et on pourra aussi multiplier les exemples de la blockchain dans le domaine politique, par exemple, ou administratif. Merci. Peut-être d'autres choses à ajouter, Johan? Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Ok. On va passer à Stéphane. Merci. Donc à l'Institut Louis Bachelier, en fait, je remplace un peu au pied levé Alexis Collomb, qui a créé une chaire à l'Institut Louis Bachelier sur la blockchain. Et en fait, on a deux chaires à l'Institut Louis Bachelier, et notre grand programme de recherche sur la finance verte et durable a aussi généré une autre chaire sur la blockchain, qui est plutôt blockchain for social good, et qui consiste en parallèle avec les travaux d'Alexis Collomb, qui sont sponsorisés par la Caisse des dépôts et par BNP Paribas, qui vraiment travaillent plutôt sur des sujets, on va dire, lourds, des protocoles de gouvernance, des sujets comme ça sur la blockchain, mais plutôt avec un prisme extrêmement financier, donc sur les usages, les cas d'usage vraiment très financiers de la blockchain qui vont des systèmes de paiement, systèmes de compensation, des systèmes de trading, etc. Nous, on étudie plutôt des usages, on va dire, extra-financiers de la blockchain, à commencer, puisque ça a été notre premier cas d'usage, les cas de la finance climat et notamment de comment la blockchain l'infrastructure digitale portée par la blockchain, peut faciliter la mise en œuvre de l'accord de Paris. Voilà. Comme vous le savez, on n'atteindra pas les objectifs climatiques sans infléchir les flux financiers
via ce qu'on appelle la trajectoire de degrés. Et c'est une des missions en fait, de l'Institut Louis Bachelier, qui, je le rappelle, a été créé exactement au même moment que le Bitcoin, puisque en fait, l'Institut Louis Bachelier est un pôle de recherche qui a été créé en 2008, après la crise financière, par le Trésor et la Caisse des dépôts, avec l'idée de stimuler de la recherche pour éviter une prochaine crise. Donc on a plusieurs axes de recherche, finance et démographie, finance digitale, finance et développement durable. Je m'inscris un peu dans la convergence des deux derniers. Et l'idée est réellement de comprendre comment on peut aujourd'hui parvenir à atteindre ces objectifs qui sont les objectifs de développement durable, d'intérêt général, comme tu soulignais, non pas asséchant les petites rivières, mais en essayant de détourner les grands fleuves de la finance et essayer de tourner vers ces objectifs de durabilité. Donc, du point de vue de la blockchain, ce qui nous intéresse, c'est deux, trois choses. La première, c'est la capacité à, on va dire, créer de la résilience économique dans des contextes, de créer de la confiance dans des contextes où la confiance n'existe pas. Donc, typiquement, le premier POC qu'on a réalisé a consisté à répliquer le registre français des crédits carbone, qui est de la finance carbone, tenu par la Caisse des dépôts, non pas forcément avec l'idée de se substituer à la Caisse des dépôts une blockchain, mais plutôt avec l'idée de se placer dans la position de tous les États, ils sont nombreux, parmi les 195 signataires de l'accord de Paris, on a plus de 120 qui n'ont pas de registre carbone, qui n'ont pas aussi de caisse dépôt et qui n'ont pas de système de confiance suffisamment robuste pour justement inspirer confiance et attirer des flux de capitaux capables de valoriser les efforts qu'ils vont faire en termes de transition énergétique, de transition écologique, de la carbone. Donc l'idée est vraiment d'asseoir un écosystème. L'écosystème il passe en gros par la création d'un tiers de confiance sur la blockchain qui va au-delà du crédit carbone, qui peut aller sur le foncier, c'est un des piliers comme en termes de collatéral de la finance. Il n'y a pas de développement économique et financier, c'est très difficile quand il n'y a pas de CADA, c'est la capacité à trouver un collatéral. Il y a des questions d'identité, beaucoup de pays dans lesquels l'identité n'est pas sécurisée, n'est pas démontrée, donc la capacité de la blockchain là aussi on va dire sécuriser l'identité de ceux qui veulent réclamer un crédit est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a d'autres sujets comme ça qui peuvent aider, avec évidemment les crédits carbone, à créer un écosystème de confiance dans des pays, on va dire, qui ont un contexte institutionnel faible, pour prendre un oxymore, donc dans lequel on ne verra sans doute pas de caisse de dépôt avant longtemps. Et en fait, on leur donne la possibilité de faire un espèce de leapfrog technologique, avec une technologie qui, à mon avis, est relativement low cost, en tout cas à la mise en place, à l'usage, ça reste un autre problème, mais qui peut les aider justement à créer un système de confiance, attirer les capitaux, et dans le cadre de l'accord de Paris, attirer les flux de financement nord-sud qui ont été décidés dans le cadre de l'accord de Paris. Donc ça, c'est un cas d'usage extrêmement fort. Après, on s'intéresse aussi à tous les systèmes de tokenisation dont tu parlais, qui ne sont pas forcément du côté de formes de tokenisation, qui sont plutôt sur des tokens de capital, qui sont un peu des security tokens, et d'autres qui sont plus des tokens d'usage, on appelle des utility tokens. Et sur ces utility tokens, on pense que un gros avantage des crypto-monnaies et de la blockchain, c'est qu'on peut embarquer, par rapport à de l'argent normal, c'est qu'on peut embarquer de l'intelligence, on peut embarquer pas mal à travers les smart contracts, donc le système de tokenisation, on peut embarquer des critères, on peut embarquer des méthodologies qui font que la monnaie sera générée, les tokens seront générés, seront créés, la monnaie in fine sera créée selon un certain nombre de critères qui peuvent apporter de la valeur, là je parle de valeur sociale, environnementale, à l'investissement. Mais la valeur n'est plus que financière. La valeur n'est plus que financière, absolument. Et est en train d'émerger en fait un vaste champ économique qui est en fait, qui rejoint la question que tu abordais de l'immatériel, qui est comment on valorise sans nécessairement monétiser. L'objectif n'est pas forcément de monétiser à tout va
tokens qui sont ainsi générés, mais en tout cas de créer un système d'échange, un système de valeurs, pourquoi pas des bourses de valeurs, qui permettent de donner, encore une fois, une valeur sans nécessairement qu'elle soit financière à ce type de utility token. Et là, bon, l'imagination est au pouvoir, mais on voit émerger énormément de cas d'usage qui sont par exemple souvent liés à des monnaies complémentaires ou à des écosystèmes qui vont valoriser, je parlais avec un de nos amis par exemple de POI, Proof of Impact, qui va valoriser en fait la preuve d'impact d'un effort de consommation. Impact Coin fait à peu près la même chose. Est-ce que pousser à l'extrême, ça ne peut pas être un moyen de dire tel citoyen a un bonus, tel citoyen a un malus, parce que tel citoyen se comporte bien avec certains critères environnementaux. Alors, dans des démocraties comme la France, quoique ça pourrait être tolérable, mais si c'est répliqué en Chine ou à Singapour, on voit vraiment le risque de cyberflicage. Pas forcément, parce qu'en fait, on crée les écosystèmes qu'on désire. En fait, on n'est pas très loin de l'économie du mileage, en fait, qui considère en fait un seul critère qui est la fidélité. Là, l'idée, c'est qu'on élargit d'un critère qui est la fidélité à des multicritères. Par exemple, systématiquement, quand je vais faire un investissement qui sera un peu plus bas carbone qu'un autre, et je vais faire un choix positif, je vais recevoir des tokens qui vont récompenser cet effort que j'ai fait. Donc ça pourrait être une forme de crédit d'impôt si je suis... Alors après, c'est monétisable, c'est valorisable dans différents écosystèmes. Ça peut être valorisable au sein d'une collectivité donnée sur un territoire, effectivement, à travers, pourquoi pas, un crédit d'impôt sur une taxe foncière, etc. Ça peut être valorisable dans un système d'échange de proximité, ce qu'on appelle le slow money, pareil, en général, qui est souvent lié soit à un territoire, soit à une thématique forte. Tout dépend de la bonne volonté en fait, de l'écosystème de donner une valeur à cet usage. D'accord. Stéphane, vous n'avez pas indiqué le nombre de personnes qui travaillent à l'Institut Henri Bachelier. C'est Lou Bachelier. Oui, Bachelier. Il y a 450 chercheurs, on est une vingtaine de permanents, il y a 450 chercheurs, 52 programmes de recherche, qui, comme je disais, ont tous comme point de coordination des sujets financiers, avec un prisme assez différent. Bien, merci Stéphane. Alors David, est-ce que vous voulez que je déroule la présentation? Ouais, pourquoi pas, ouais. Et puis vous me dites à chaque fois de passer à la diapo suivante. Alors moi je travaille pour eToro, comme c'est écrit derrière. eToro, comme l'a expliqué David, c'est le plus grand réseau de trading social au monde. Donc trading social, en fait, notre particularité, c'est qu'en plus de pouvoir trader les marchés, donc acheter ou vendre des crypto-monnaies, des actions, des matières premières, notre particularité, c'est que chaque utilisateur qui se sert d'eToro peut se faire copier par les autres membres du réseau. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le trading social. Et donc les personnes peuvent suivre ou copier les autres utilisateurs. Et donc si par exemple vous connaissez quelqu'un qui est très bon en trading et qui a de très bonnes performances, plus besoin d'avoir des conseils ou de suivre une formation. En un clic de bouton, on peut recopier tout son portefeuille avec exactement les mêmes ordres dans son portefeuille. eToro aujourd'hui ça a bien développé parce que ça a plus de 10 ans, on est plus de 520 employés dans le monde. On a plus de 10 millions d'utilisateurs qui se servent de notre plateforme et on a levé au total plus de 162 millions de dollars. Et on est répartis dans plusieurs pays, donc que ce soit la Chine, la Russie, Londres, Israël, les États-Unis ou en Australie. La particularité d'eToro, donc eToro s'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies et à tout ce qui est blockchain. Pour la petite info, eToro est auteur d'un code source qui s'appelle le Colored Coins, qui à la base de Colored Coins en fait est les prémices de l'Ethereum, si vous voulez. En gros, l'idée de Yoni, qui est le CEO de eToro, était de pouvoir créer des actifs par-dessus la blockchain Bitcoin. Donc si on prend par exemple, je ne sais pas, une voiture, l'idée ça aurait été de pouvoir intégrer cette voiture en la tokenisant sur la blockchain Bitcoin. Et c'est à partir de là en fait où Vitalik Buterin est venu en Israël dans nos bureaux pendant quelques temps. Et c'est à partir de là où lui a trouvé qu'en fait c'était plus logique de recréer une blockchain pour pouvoir justement faire des smart contracts et gérer des assets par-dessus une blockchain, plutôt que de le faire sur la blockchain Bitcoin. Et c'est à partir de là
où il a créé Ethereum. Pour la petite histoire et pour info, si vous voulez une petite anecdote, quand Vitalik Buterin est arrivé vers le CEO d'eToro avec le white paper de Ethereum, Yoni lui a répondu que c'était trop compliqué à faire et que de son point de vue, ça n'allait pas marcher. Et donc aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Ensuite, chez eToro, comme on l'a dit, on propose des crypto-monnaies, on propose le Bitcoin depuis 2014 sur la plateforme de trading, l'Ethereum depuis début 2017. Et on peut voir juste en bas l'évolution en fait de la détention de nos clients en crypto-monnaie. Donc on peut voir qu'avant 2016, on est en dessous de 10%, enfin avant janvier 2017. Et pendant l'année 2017, ça monte, atteignant à un moment jusqu'à 95% des utilisateurs d'eToro qui détenaient de la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, avec les baisses de cours, ça a un peu diminué. Mais il y a une époque, c'était quand même 95% de nos utilisateurs qui détenaient, que ce soit du Bitcoin, du Ripple, de l'Ethereum. On propose plus d'une dizaine de crypto-monnaies chez eToro. On fait très attention à ce qu'on rajoute pour ne pas proposer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, vous êtes au courant, il y a plus de 2000 jetons disponibles sur le marché. Nous, chez eToro, on fait vraiment attention. Alors, on les intègre en fonction de la capitalisation boursière et du volume qu'il y a sur une crypto-monnaie. Et on fait vraiment attention d'intégrer les plus grosses monnaies et les monnaies où même si ça reste volatile parce que c'est des crypto-monnaies, demain la crypto-monnaie ne disparaîtra pas. On est encore parti un peu plus loin dans le concept des crypto-monnaies à la demande de nos clients, parce qu'on avait pas mal de nos clients, en fait, nous à la base on a un broker où vous pouvez trader, acheter ou vendre du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais via du dollar. Et donc on avait pas mal de clients qui nous demandaient en fait s'ils pouvaient transférer des crypto-monnaies ou transférer du Bitcoin sur eToro, transférer de l'Ethereum. Et donc pour ça, on a avancé encore dans un nouveau stade, on a lancé un wallet. Alors, juste avant, ouais. Je rebondis par rapport à ce que disait Stéphane. Est-ce que, pour l'instant, vous avez une dizaine de crypto-monnaies qui sont intégrées, est-ce que vous n'auriez pas dans l'idée d'avoir une ou deux crypto-monnaies qui seraient adjointes, mais qui seraient des crypto-monnaies éthiques ou responsables? Pour le moment, c'est pas dans l'idée du Au même titre qu'il y a des fonds en actions, en obligations qui sont éthiques, ça peut aussi séduire un certain nombre d'investisseurs qui veulent faire du profit, mais en sachant où sont placés les fonds. Parce qu'à un moment, lors de l'apartheid, il y en a qui boursicotaient sur des mines de diamants en Afrique du Sud. Ça pouvait être choquant pour certaines personnes. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas des choses de nature éthique dans les crypto-monnaies qui pourraient être intégrées? Nous, par exemple, pour reprendre encore un exemple qu'on fait chez eToro, actuellement, on a lancé pendant le Web Summit un projet qui est tout nouveau, qui est encore en stade d'expérimentation, on peut dire. Ça s'appelle le Good Dollar. Et en fait, le projet du Good Dollar, c'est de créer une sorte de Universal Basic Income. Et grâce à la blockchain, alors le Basic Income, c'est un revenu minimum pour tous. Et en fait, on est en train de développer un concept grâce à la blockchain et grâce justement à une crypto-monnaie et à un code en fait qui redistribuerait la richesse en fonction des membres du réseau. Et on est en train d'essayer de créer une sorte de token pour l'Universal Basic Income. Après, nous, chez eToro, à part ça, on n'a pas d'autres tokens éthiques pour le moment Dans les cartons. Ouais, alors dans les cartons. D'accord. Simplement une idée. Voilà, donc on a lancé un wallet pour permettre à nos clients tout simplement de transférer Ethereum, Bitcoin Cash pour le moment et Litecoin. Alors après, ça date de quelques mois, donc il est développé, il reste encore des fonctionnalités à ajouter sur le wallet, par exemple que ce soit de la conversion de crypto à crypto, ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, nous chez eToro, qui est vraiment important, parce que notre but et notre vision depuis le début de l'entreprise, c'est vraiment c'est vraiment d'ouvrir les marchés mondiaux à chacun pour qu'il puisse investir d'une manière simple et transparente, et vraiment essayer de démocratiser la finance. Et donc on pensait que c'était vraiment intéressant d'essayer de démocratiser aussi les crypto-monnaies avec une solution vraiment très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le wallet eToro, comme pour le broker, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu ce qu'on faisait, mais on fait vraiment des choses très simples, où même quelqu'un qui n'a aucune connaissance en finance, que ce soit en blockchain ou en Bitcoin, il peut comprendre comment envoyer, comment recevoir des crypto-monnaies. Et pareil pour notre broker, quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières en trading,
il peut, alors, à la fois avec le côté trading social, il peut suivre et donc regarder ce que font les autres utilisateurs, mais c'est aussi très simple et très intuitif d'ouvrir une position sur eToro ou de clôturer. C'est vraiment très facile et c'est dans notre idée, c'est dans notre vision de vraiment simplifier au maximum la finance et de le rendre vraiment transparent. Hop, et donc notre mission, depuis maintenant 2008, c'est d'essayer de mettre en place le plus grand réseau de trading social au monde. Ça on a vu, donc on a 10 millions d'utilisateurs, 262 millions de trades ouverts ont été ouverts sur la plateforme. On a des utilisateurs qui viennent de 152 pays, on a 520 employés, et on a des investisseurs très reconnus, parce que, je passe le slide. Voilà. Là vous avez quelques-uns de nos investisseurs. Donc, on a la Sberbank qui est l'une des plus grosses banques en Russie. On a la Ping An qui est une compagnie d'assurance chinoise qui est aussi très connue. On a la Commerce Ventures qui est le côté venture capital de la Commerce Bank. Et on a Spark Capital qui est un VC qui a notamment investi dans Twitter. Donc on a vraiment des investisseurs reconnus. Après, ce sera plus pour... en fait, c'était plus une explication de la blockchain, ce que je pensais. Alors, je sais pas si... Alors, ça, je pense que c'est à peu près basique, connu, ouais. mais peut-être que les supports pourront être transmis en PDF à ceux qui le souhaitent. Donc, on pourra les communiquer. Alors après, c'était vraiment pour expliquer un peu le système de la blockchain. Donc ça, c'est une transaction. Quels sont les grands principes de la blockchain, les champs d'application. Là, on part sur la blockchain et la finance avec la centralisation et la décentralisation, où le côté le plus important est l'arrivée du Bitcoin. Ça a été vraiment de permettre aux personnes de pouvoir transférer de l'argent et pouvoir transférer de la monnaie quasi instantanément, et ce sans tiers de confiance. Donc si avant vous vouliez envoyer, je ne sais pas, 2 000 € à une personne dans cette salle, vous étiez obligé de faire l'ordre de virement à votre banque, la banque envoyait à la banque de l'autre personne l'argent, et après la personne recevait l'argent. Là, il y avait deux difficultés. C'était la banque séquestrait l'argent, et puis 2, les dates de disponibilité des fonds, c'était quelques jours. Alors, ça m'amène à 3 questions. La première, comment vous vous positionnez par rapport à des outils comme TransferWise, qui permettent justement de faire des transferts, des conversions par exemple d'euros en livres sterling et à des coûts qui sont défiant toute concurrence par rapport au taux de change des banques. La deuxième question, quels sont les liens avec les banques et puis les acteurs type Alipay ou PayPal? Et la troisième question, quid des outils comme eToro par rapport à des éventuelles non-fiscalisation, fraude à l'impôt ou blanchiment d'argent? Parce que j'ai vu que dans les partenaires, par exemple, il y a la Russie, et la Russie, quand vous avez des touristes russes, c'est un peu comme les touristes chinois, ils payent en billets de 200 ou 500 €, donc c'est assez impressionnant. Alors déjà, il faut savoir que, alors je vais pas les reprendre, alors pour TransferWise, nous chez eToro, donc à part notre wallet qui propose le transfert, c'est pas notre base de business. Notre base de business, c'est d'être un ça j'ai bien compris, ça peut être une fonctionnalité additionnelle, mais par rapport à la recommandation sociale pour des transactions financières basées sur la blockchain. Alors que TransferWise, c'est vraiment leur spécialité, et c'est là où ils font leur business model, c'est sur ça qu'il est basé. Donc je pense que TransferWise est plus avancé qu'eToro pour tout ce qui est transfert de fonds d'une personne à l'autre, notamment pour tout ce qui est fiat. Ensuite, pour reprendre sur la question de la Russie et le problème des blanchiments, nous chez eToro, on a alors comme tous les brokers, on est régulé par plusieurs régulations, alors que ce soit européennes ou étrangères. Donc ça peut être en Europe, c'est la SISEC. Après à Londres, on a la FCA. En Australie, on a la VIX, si je ne dis pas de bêtises, et on est en train de se réguler aussi sur les marchés américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour être client eToro, nous on fait un KYC, donc on demande une carte d'identité. Know your customer. Et donc on demande au minimum une preuve d'identité, donc carte d'identité ou passeport et un justificatif de domicile avant moins de 6 mois. Et ensuite, pour tout ce qui est déclaration d'impôt, eToro conseille à tous les utilisateurs de bien remplir leur fiche d'imposition. Maintenant, étant donné qu'on est dans plusieurs pays dans le monde, on ne donne pas de conseils sur l'imposition, donc les personnes sont libres de faire ce qu'ils veulent
étant donné que nous, derrière, on recommande quand même de déclarer, d'être totalement Transparent. clean vis-à-vis D'accord. du fisc. Et pour la troisième question, que je vais poser en deuxième, par rapport au lien avec les banques et puis les acteurs type PayPal, etc., comment vous interfacez? Nous, très bien. Comme vous avez pu le voir, déjà, on a des banques en partenaires et en investisseurs. Pour tout ce qui est Alipay, PayPal et tout, c'est des solutions de paiement que nous on propose chez eToro, donc on n'a pas de souci avec ça. Et après, on pense que c'est quand même quelque chose d'important. En fait, c'est des solutions de paiement. Aujourd'hui, par exemple, on fournit Alipay comme système de paiement pour les dépôts ou les retraits. Ça permet à des milliers et des milliers de personnes de pouvoir se servir de ces formes de paiement. Et donc nous, on s'en sert et au contraire, on est vraiment ouvert nous, chez eToro à tout ce qui est travailler avec les banques, travailler avec les régulations et travailler avec les nouvelles technologies du style Alipay et tout ça et les implémenter pour que les personnes puissent vraiment... D'accord. Donc dans votre outil, c'est un peu une plateforme avec des API ouverts pour permettre aux acteurs de s'interfacer? Les API sont ouverts. Après, en général, si nous contactent, nos équipes tech travaillent ensemble et mettent en place le partenariat. D'accord. Donc ça, c'était des rappels sur la blockchain, dont les supports seront disponibles. Peut-être des réactions en miroir à la présentation de David, Stéphane et Johan? Moi j'avais une réaction, mais par rapport à la présentation de Stéphane, si tu me le permets. Non, pas de problème. j'avais Oui. une question sur, parce que tu parlais de fiscalité incitative en fait, hein, il y a un système de bonus-malus mais sous forme de jetons. Et du coup, quelle est la différence par rapport à un système qui pourrait exister aujourd'hui sous forme de crédit d'impôt, de bonus-malus? Qu'est-ce qu'apporte le token, ou quelles sont les caractéristiques en fait, supplémentaires que tu vas chercher dans le token et qui t'intéressent pour une fiscalité incitative à base de token? Si ma question est claire. Je comprends, il y a une différence majeure déjà dans le cas de la fiscalité gouvernementale, elle est obligatoire et contraignante. Dans le cas d'un token, c'est volontaire. C'est toi qui choisis quelle fiscalité en gros tu veux plonger, tu veux bénéficier. C'est déjà une grosse différence. A priori, c'est volontaire quand même. On n'est pas obligé de rentrer dans l'annonce. C'est pour ça qu'elles vont plutôt dans le sens de la récompense que la contrainte. Après, le jour où un État décidera de doubler sa devise d'une crypto-monnaie, on verra si ce genre de cas d'usage sont disponibles à l'échelle. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Nous, on est dans un cadre volontaire, donc il faut l'accepter. En général, ça suppose que c'est un cadre qui est plutôt positif, une fiscalité positive plus que négative. Non, c'est clair. Après, il peut y avoir aussi des États qui jouent le rôle d'éclaireur, comme je crois que c'était le Danemark qui avait nommé un ambassadeur auprès des GAFAM. Donc on peut très bien avoir des évolutions dans ce registre-là. Alors Johan, est-ce que vous pourriez, dans le cadre de BPI France, nous donner quelques exemples de FinTech que vous avez accompagnés et des résultats de ces accompagnements aujourd'hui pour parler concrètement? Alors sur la thématique blockchain ou plus généralement sur la... Blockchain et finance. Alors blockchain, on a fait peu de choses pour l'instant, on regarde un petit peu ce qui se passe. Nous on a un Prism qui est une société française, donc ça limite un petit peu notre terrain de jeu. On a fait beaucoup de choses dans le passé sur les fintechs plus traditionnels. On a eu des bonnes expériences comme des moins bonnes. Ça c'est normal, ça fait partie de la vie de l'investisseur. On travaille avec des gens comme United, on travaille avec des gens comme Eland, pour parler de cas moins faciles. Et ce sont des gens qui, de plus en plus, en fait, s'intéressent au modèle blockchain, mais la plupart sont encore dans l'expectative, analysent un peu ce qui se passe, et finalement, il y en a assez peu qui ont franchi le pas. Ceux qui ont franchi le pas sont plutôt, pour nous, des nouveaux acteurs, donc pas forcément des acteurs déjà établis, start-up ou entreprises plus matures. On met plutôt des acteurs, je pense à Wharton sur le market making, je pense à des entrepreneurs français, parfois dans des écosystèmes étrangers, mais qui regardent un petit peu ce qui se fait en France et notamment la réglementation qui arrive et qui se disent que ça pourrait être intéressant de rapatrier leur business en France. Mais nous, sur l'écosystème français et parisien, on a assez peu d'exemples de
sociétés avec lesquelles on travaillerait, donc de clients, et qui aujourd'hui, dans le domaine de la finance, sont en train de sauter le pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à la question. Stéphane? Alors, peut-être, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, je pense que pour on appelle la finance 2.0, en fait, tout ce qui est la crowdfinance, par rapport à la crypto-finance, qu'on appelle en général la finance 3.0, je pense qu'il y a un effet d'accélération et la capacité aujourd'hui, c'est une vraie question de savoir comment la finance 3.0 peut démultiplier la finance 2.0. Ça, c'est une vraie question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore trop de cas d'usage. Il y a des expériences de crowdfunding sur des daily-bonds, etc., qui font recours à de la blockchain. C'est quand même des micro-cas d'usage. Aujourd'hui, ça n'a pas encore explosé. Les chiffres de la crowdfinance, de la finance 2.0 sont largement supérieurs à ceux de la finance 3.0. C'est à peu près 10 fois plus. On a 13-15 milliards de collecte sur les ICO en 2018. Je parle sur le contrôle général. On est à 10 fois plus sur la crowdfinance. Donc, c'est sans doute, à mon avis, les perspectives sont largement plus intéressantes, mais aujourd'hui, ça reste relativement limité. Après, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, et pour revenir sur Ethereum, c'est toute la capacité de la blockchain de s'inscrire dans un système collaboratif. Et ça, je crois que au-delà des cas d'usage purement financiers qui consistent à savoir comment la blockchain va potentiellement créer des économies d'infrastructures, des coûts, etc., par exemple, ou accélérer des fonctions de règlement de livraison, qui sont des trucs assez standards, mais il n'y a pas vraiment une nouvelle valeur ajoutée. Au sein d'une économie collaborative, en plein développement, je pense que la blockchain est un outil absolument incroyable qui permet de faire des choses. Enfin, le trading social, c'est un sujet qui existe déjà à travers des forums, etc. Mais la façon dont Ethereum, l'embarque dans son modèle et en fait un modèle extrêmement disruptif à part entière, ça c'est vraiment intéressant. Nous, on travaille sur un cas d'usage qui nous semble intéressant parce qu'en fait, il intègre plusieurs couches technologiques. Je pense que la solution en général sur la finance 3.0, elle est de différentes couches technologiques qui sont souvent en fait de la data en amont, basée sur l'open data, de la blockchain basée justement sur la capacité à monétiser, valoriser l'économie collaborative, et ensuite sur des outils d'optimisation avec du machine learning ou de l'intelligence artificielle, même si je n'ai pas trop utilisé ce mot-là. Et ça, en général, c'est l'écosystème, c'est la chaîne de valeur technologique idéale pour porter n'importe quel, enfin, les cas d'usage les plus intéressants. Nous, à l'Institut Bachelier, on est en train on va dire, d'incuber un projet qui s'appelle Crowd Value, qui n'est pas loin de ce que fait Ethereum, mais basé sur la chaîne de valeur de la recherche. C'est pas le trading qui nous intéresse, c'est comment on s'appuie sur la data, sur la foule, pour valoriser un actif, quel qu'il soit. Et de la même façon que Wikipédia est un très bon vecteur pour valoriser une idée, une pensée, un concept, une information, on pense que la foule peut avoir un énorme impact sur la valorisation d'un actif, et notamment sur la valorisation de choses qui sont très mal estimées, la valorisation des aspects immatériels et non financiers, qui ne sont pas si accessoires que ça, parce qu'on sait par ailleurs qu'aujourd'hui, 70% de la market cap de n'importe quelle valeur cotée, c'est sa valeur immatérielle et non pas sa valeur matérielle. Par exemple, le capital humain, des choses comme ça. Donc, et là, très clairement, la blockchain peut permettre de porter cette couche de crowdsourcing, on n'est plus dans le crowdfunding, on est plutôt dans le crowdsourcing, et d'en faire un système extrêmement efficace, pertinent, à la fois grâce aux questions de traçabilité, etc., qui en font un produit tout à fait compatible à la réglementation, mais aussi à la capacité de monétiser. Imaginez un Wikipédia où toutes les contributions seraient récompensées, où les fiches auraient un barème de réputation, ce qui en ferait un système extrêmement vertueux. Voilà. Donc je pense qu'on peut décupler ça, en fait, le système de valorisation par la foule est un concept assez universel qu'on peut appliquer à beaucoup de cas d'usage et sur lequel la blockchain apporte une énorme valeur ajoutée. Et
ensuite, ça permet effectivement d'y coller des outils de learning, etc., pour optimiser les flux de financement, par exemple. Pour reprendre sur ce qu'il disait, nous par exemple chez eToro, on se sert aussi d'algorithmes de machine learning justement pour... on a plus de 10 millions d'utilisateurs, comme on le disait, donc on a beaucoup de clients qui passent des ordres, qui ont ouvert des positions, etc., etc. Et donc derrière ces algorithmes de machine learning nous permettent en fait de détecter les meilleurs traders de la plateforme et de les proposer en un seul produit financier qu'on appelle nous chez eToro les copy portfolio. Et donc on se sert, je pense que c'est quand même important à noter que beaucoup de fintech se servent à la fois de la blockchain et de tout ce qui est nouvelle technologie, mais aussi du machine learning, de l'intelligence artificielle, c'est des choses qui aujourd'hui sont complémentaires. C'est la bonne adéquation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Exactement. Alors, vous voulez pour compléter ma réponse tout à l'heure et rebondir sur ce qui a été dit, parce que tu posais la question des fintechs qu'on peut voir aujourd'hui, je voudrais quand même mentionner que c'est vrai qu'il y a 12 à 18 mois, on a eu des projets de fintech, hein, je pense à Legolas, je pense à Hush, je pense à un certain nombre de projets, mais qui se sont développés dans une période, je dirais, un peu plus early, un peu plus chaude. Aujourd'hui, on en voit moins. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on voit, c'est tous les modèles qui peuvent se développer autour de fintech, à la frontière avec les fintech. Je pense aux solutions B2B de chez Ledger, qui équipent aujourd'hui des asset managers, qui équipent des banques, donc des acteurs de l'écosystème financier. Voilà, on a un certain nombre d'acteurs, je pense au CoinHouse, aux acteurs type CoinHouse, qui peuvent apporter du service aussi à des acteurs financiers. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une première vague dans une période où tout ça était un peu moins mature et que nous, personnellement, on a laissé passer parce qu'on n'était pas prêts, avec d'ailleurs des belles réussites et puis des projets qui se sont avérés être moins bons. Et aujourd'hui, on voit plutôt de la valeur aux extrémités, à la frontière avec les fintechs, mais plutôt au niveau des banques et des asset managers. D'accord. Merci, Yoann. Alors, je vais vous poser deux questions, puis après, ce sera à vous de les poser aux participants. La première, c'est Stéphane qui parlait de la finance 2.0 avec la crowd finance, avec la finance liée au crowd sourcing et au crowdfunding. Ensuite, la finance 3.0 avec la crypto-finance avec les crypto-monnaies. Donc, la question, c'est quelle pourrait être la finance 4.0 ? Quelle serait la nouvelle frontière au-delà de la blockchain ? Pour donner un peu de perspective au début. Et puis la deuxième question que j'adresse à tout le monde, on parle de plus en plus de crypto-monnaies locales, qui seraient propres à, par exemple, crypto-monnaie pour la ville de Paris. Enfin, est-ce qu'on ne peut pas introduire ces monnaies locales et au même titre qu'on aurait un salaire qui serait versé 100% en euros, un panachage avec X% en euros et puis Y% en monnaie locale, pour justement favoriser les achats locaux, pour participer justement au fait qu'on va consommer localement et avoir un impact sur le transport et le bilan CO2, etc., etc. Avec des enjeux sociaux derrière, sachant qu'on est de plus en plus dans cette responsabilité sociale et environnementale qui font leur apparition pas simplement dans les grands groupes mais également dans les entreprises de taille intermédiaire. Et on n'a qu'à le voir avec le rapport Nota-Sénar, avec le directeur de Michelin et l'ancienne déléguée de la CFDT qui s'est attachée à la question du développement durable. Donc en fait, il y a un tournant où c'est plus le tout financier qui domine, mais c'est le financier avec des composants plus tournés vers le bien-être, vers d'autres critères qui sont moins bas de page, je dirais les financiers, mais qui sont plus tournés vers le bas. Donc vos réactions sur ces deux questions ? Je peux commencer sur la deuxième si tu veux. Ouais. Moi je pense qu'il y a une notion de masse critique qui est primordiale. Demain, est-ce qu'on est prêt, chacun d'entre nous, à acheter une monnaie, une crypto-monnaie sur Amazon pour pouvoir la dépenser sur leur plateforme? Probablement, si ça nous donne accès à une grande variété de services. Il faut savoir des points de fidélité ou une capacité d'avoir un effet de levier pour que ce soit rentable. Pour que ce soit rentable et pour que même l'usager, je pense, ait envie de s'approprier cette crypto-monnaie, quelque part de s'embêter à la gérer, à la stocker en parallèle de ses comptes bancaires classiques. Je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée à le faire. Donc si c'est sur une plateforme large ou avec une certaine récurrence, je pense que c'est intéressant. Sur une métropole comme Paris, il y a probablement des choses à faire, mais encore faut-il, je pense qu'il y ait cette masse critique qui soit suffisamment incitative pour qu'on ait envie d'avoir dans sa poche, sur son wallet ou dans son téléphone, une crypto-monnaie
prendre du temps pour suivre son évolution, suivre sa valeur, en racheter quand il y a besoin, etc. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai incentive à le faire. Moi, pour reprendre sur les monnaies locales, l'ancien CTO de chez eToro a créé un projet totalement dans ça qui s'appelle Colu. Et en fait, derrière, il crée des alors, par exemple, il y a le shekel israélien qui est mis dessus, il y a le livre sterling, pareil, en crypto aussi, qui est mis dessus. Et derrière, il crée pas mal de partenariats avec, par exemple, ils sont à Liverpool, ils sont aussi en Israël, à Tel Aviv, dans certains quartiers. Et donc, il crée pas mal de partenariats avec les commerçants. Et derrière, en fait, il y a des réductions sur les prix. Là, c'est beaucoup moins cher que si on paye avec les vrais livres sterling. Et il y a un système de cashback où à chaque fois que quelqu'un paye avec cette application, donc l'application s'appelle Colu, elle n'est pas disponible en France, mais si vous allez un jour à Londres, elle est pas mal développée là-bas, donc vous pouvez installer et voir à quoi ça ressemble. En plus, vous avez 50$ offerts au moment où vous installez l'application. Et derrière, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui alors, je pense que le plus dur, comme le disait Yoann, c'est la confiance et le fait que les gens doivent faire confiance et doivent vraiment avoir des lieux pour pouvoir s'en servir. Mais je pense que c'est la suite logique de la chose. Et si les projets se développent de plus en plus, il y a moyen que des applications comme Colu ou d'autres monnaies locales prennent vraiment une place importante. On peut aussi voir par exemple à Paris, il y a des coins qui acceptent le Bitcoin. Il faudrait s'imaginer la même chose, sauf que les accepter le Bitcoin, ils accepteraient la monnaie locale, par exemple, je ne sais pas, le franc code ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est possible à mettre en marche. Après, le plus dur dans les monnaies locales, pour moi, à mon point de vue, c'est réussir à convaincre les commerçants et les personnes, par exemple, ici on est dans le 14e, donc imaginons créer une 13e. Imaginons créer une monnaie pour le 13e. Il faut après réussir à convaincre les personnes, les commerçants, tout ça, d'accepter la monnaie locale. Et c'est pour moi le plus dur dans cet objectif. Il y a une notion aussi d'expérience utilisateur. Il faut que ce soit extrêmement simple pour que tout ce soit accessible à tout le monde. Notamment quand on parle de l'Internet des objets, le smartphone, voilà. les wearables. Quand on parle de quelque chose de local sur un territoire, il faut que ça puisse être inclusif et que tout le monde puisse s'approprier le service. Donc je pense qu'il y a des sujets aussi. Puis ce sera peut-être aussi source d'autres fractures numériques par rapport à nos usagers, nos clients. Stéphane ? Je vais essayer de tenter de répondre sur la finance 4.0, c'est pas facile. Je m'imagine un système... C'était un petit challenge. Non, je m'imagine un système en fait où les limites de la finance 3.0, c'est que le code et la loi, comme on dit, et que c'est difficile de faire évoluer le code une fois qu'on a mis les protocoles en place, c'est-à-dire en fait la gouvernance d'une crypto-monnaie. Elle peut difficilement évoluer sauf à rentrer dans des systèmes de fork, etc. Sauf si c'est prévu. Donc je pense que là mon idée, c'est que la finance 4.0, ça sera une crypto dans laquelle on aura réussi à embarquer vraiment l'intelligence artificielle dans le code et la monnaie pourra évoluer d'elle-même sans avoir à recourir à des forks, etc. Ça serait un peu... Et dans laquelle aussi la création monétaire sera vraiment bottom-up, c'est-à-dire vraiment ce sont les transactions, la tokenisation qui seront un système de création monétaire et qui ne sera pas le fait du contrôle par les banques centrales ou par des banques qui créent la monnaie en accordant leur crédit. Ça c'est un sujet et ça crée, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Yoann sur la question de la soutenabilité, de la démultiplication des crypto-monnaies. Après c'est aussi une question effectivement d'expérience utilisateur. On peut très bien... On va avoir, à mon avis, une démultiplication des crypto-monnaies. Déjà, il faut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas et comment ça marche. Je pense que la crypto-monnaie complémentaire, qui peut passer l'étape suivante, c'est celle qui arrive à créer qui arrive à se faire tourner, en fait, qui arrive à créer un cercle vertueux, donc qui revient du consommateur au producteur, en fait. Si elle arrive à faire ça, a priori, elle est à peu près soutenable. Après, il y a toute la question effectivement d'interopérabilité, etc., qui n'est pas souvent souhaitable, parce qu'on parle souvent d'interopérabilité et de liquidité, mais en tout
cas dans l'esprit des monnaies complémentaires, l'idée c'est que ça reste du son-monnaie, que ça reste au sein d'une collectivité dans l'écosystème. Ça c'est important puisque c'est quand même ce qui lui donne sa valeur extra-financière. Après, je pense franchement que ça pose la question, qui ne doit pas être très très loin dans le sujet de ta thèse, qui veut dire est-ce que la multiplication des crypto-monnaies crée un système financier plus résilient qu'un système financier basé sur 2, 3, 4 monnaies centrales qui l'emportent. Voilà. Il y a aujourd'hui quelques thèses qui émergent pour dire que la démultiplication des crypto-monnaies et la biodiversité financière en fait crée de la résilience par rapport à des monnaies qui ont une forte empreinte de risque systémique par elles-mêmes puisqu'elles occupent tout l'espace. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet aussi. Merci Stéphane pour cette belle hauteur de vue, je pense, parce qu'il y a une réflexion derrière. Ce que je vous propose, oui. vous avez peut-être un petit Je voulais juste dire, pour reprendre sur les monnaies locales, on voit aussi de plus en plus de clubs de foot et ce genre de choses aussi qui se servent de la crypto-monnaie et de la blockchain pour engager leurs supporters, engager leur communauté. Et c'est aussi un des aspects de la blockchain qui pourra être développé, je pense, dans l'avenir et dans le futur. C'est vraiment une sorte de cashback en crypto-monnaie à la communauté. Donc, par exemple, on a le PSG, la Juventus aussi, il me semble, qui ont fait ça. Et aujourd'hui, on engage en fait la communauté et les différents membres de la communauté via les crypto-monnaies et la blockchain. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Surtout qu'on peut voir que dans le milieu du foot, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer avec le Bitcoin et la blockchain. Si vous regardez un peu sur Internet, nous chez eToro, on a fait un partenariat à plus de 2 millions de pounds pour sponsoriser des clubs de foot et pour les aider à développer la technologie blockchain et Bitcoin dans leurs clubs et leurs infrastructures. Donc on en est au début et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se développer, que ce soit les monnaies locales avec Colu ou que ce soit les points de fidélité. Je pense que c'est quelque chose dans la blockchain qui va vraiment se développer dans les années à venir. Ok, puissions-nous avoir les crypto-monnaies au service du citoyen et non à son dépens, façon cyberterrorisme ou autre. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions à nos différents intervenants. Présentez-vous juste un petit mot. Alors, je suis Geneviève Boucher, je suis futurologue et entre autres, je travaille sur, de formation économiste, je précise. Et justement, je travaille sur l'économie dans le monde qui est en train de venir. Pour info, la futurologie, c'est dans les sciences du futur, c'est celle qui travaille sur le long terme. Donc, moi, je travaille une sorte à 30 de ans. prospectivisme. Non, la prospective, c'est fait avec des scénarios. La futurologie, c'est fait en utilisant les scénarios de décision que vous faites tous les jours, avec deux référentiels, votre passé immédiat et votre passé profond. Et c'est votre passé profond qui a le plus de poids. Donc nous, par rapport à une problématique, quand on se met au travail, par exemple sur les monnaies, où j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup dessus, on regarde où est-ce qu'on en est, quelle image du futur immédiat on en a, mais on remonte le plus loin possible jusqu'à les billets de banque 70 chinois et puis les premiers écus, etc. Pour faire une tendance et qui sera indépendante des petits événements qui font que les choses avancent, puisque dans la vie, les choses avancent par saccades, elles n'avancent pas de façon totalement linéaire. Donc nous, on fait un travail sur... On ignore les saccades, on travaille que sur le fond. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les monnaies et la tendance, ce n'est pas les monnaies complémentaires, les monnaies locales, mais les monnaies complémentaires. C'est dû au fait que l'économie vers laquelle nous allons, c'est une économie qui, pour l'instant, ne sait gérer de façon efficiente que ce qui concerne les activités productives de l'homme. Donc il y en a un, il fait des carottes, l'autre il fait des billets d'avion et on ramène tout ça à des dollars et du coup ils peuvent échanger. Et l'économie vers laquelle on va, qui est liée au fait que les couches basses de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins immédiats, sont grosso modo satisfaits pour l'ensemble de la population, enfin le plus grand nombre on va dire, et donc on accède aux couches plus hautes qui sont celles liées à l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est des récompenses, des satisfactions que l'on récupère lorsque l'on donne à la communauté du temps, du savoir, de la créativité, de la présence,
Donc c'est des choses très qualitatives qui ne rentrent pas du tout dans le système productif, et c'est logique puisque c'est autre chose. Et aujourd'hui, tout ce travail qui est fait dans l'univers associatif ou bien alors dans l'univers de l'innovation et du partage du savoir, il est financé par de l'impôt ou par des dons, mais surtout il est suscité à travers du bénévolat ou du volontariat. Et donc c'est là où cette création de richesse, il va falloir, étant donné que les robots libèrent l'homme du travail, ce qui a pour effet d'effondrer la middle class, qui va être notre drame, qui est en train de nous tomber dessus. Hein, vos enfants, ils commencent à ramer pour trouver du travail avec Bac plus 5 en poche. Hein, et ça ne va pas s'arranger, c'est pas la peine de se raconter des cracks là-dessus. Donc voilà, les monnaies complémentaires, elles sont destinées à ça, et moi, plus j'y réfléchis, plus je sais que c'est blockchain, sinon rien. Ou en tous les cas, quelque chose qui émergera des travaux des blockchains. Donc je voulais éclairer un petit peu votre réflexion là-dessus, parce que justement mes travaux commencent à être connus, mais peut-être pas suffisamment, parce que je pense qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'à votre institut. C'est peut-être dommage, il faudrait y combler. On échangera les cartes de visite. J'ai une question pour vous, Geneviève. Est-ce que vous avez croisé avec les travaux de recherche d'Antonio Casilli sur le digital labor? Alors oui, évidemment, on se croise et on se recroise parce que j'ai... Il y a tous les micro-travailleurs, les micro-travailleurs. Alors justement, de la c'était un donnée, peu pour ça que etc. je voulais revenir sur le Basic Income, sur lequel vous avez fait une petite, un petit insert. Hein. En France, on a une structure qui fait de la veille là-dessus, qui s'appelle le Mouvement français pour le revenu de base, le MFRB. C'est une structure qui repose sur le bénévolat, donc ça va, ça vient. Moi-même, j'ai beaucoup de choses à faire, donc pendant 1 an ou 2, je m'en occupe, et puis après je vais faire autre chose, et puis je retourne les voir, etc. Voilà, donc il faut savoir que pour ce qui est des monnaies locales, c'est pas déconnecté les sujets, parce que moi ce qui me semble, c'est qu'il faudrait que les individus puissent dépenser de la monnaie locale, mais en gagner aussi, et en gagner dans la sphère contributive. Et c'est aux communautés, aux collectivités locales, de créer des espaces où on peut contribuer. Par exemple, donner du temps à la bibliothèque pour aller lire des livres, donner des conseils, donner du temps dans les espaces de devoirs du soir, partager du savoir dans les universités, faire vivre la démocratie. Vous voyez bien que notre démocratie est en déroute, puisque les partis politiques ne font plus le travail, c'est les think tanks qui font le travail, mais les think tanks n'ont pas de levier d'action. Donc tout notre système collectif est complètement détraqué. Et il va falloir réinciter tous ces Bac plus 5 que le monde productif n'absorbe plus, puisque la robotisation ne garde que les bullshit jobs, c'est-à-dire les trucs vraiment, voilà, hein, ou bien alors les trucs à très haute valeur ajoutée, mais la masse, on ne peut plus l'absorber, on ne va plus pouvoir l'absorber. Donc c'est toute cette réflexion-là, et on peut tout à fait imaginer que les collectivités locales collectent une partie de l'impôt en monnaie locale, mais encouragent en distribuant de la monnaie locale. Je vous signale que les premières monnaies locales qui ont été faites en Amérique latine, au départ, c'était des tickets de bus et des tickets de cours du soir. Hein, c'est comme ça qu'elles ont décollé. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'une monnaie locale, pour qu'elle fasse sens, il faut qu'il y ait environ 50 000 porteurs. Donc nous, en France, on plafonne à 5 000 et encore. Voilà. Okay. Voilà. Donc j'étais intéressée à en savoir un peu plus sur ce que vous avez dit sur le revenu de base, mais okay. peut-être ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue, vous pourrez continuer les dialogues avec les participants. Effectivement, c'est des enjeux importants, sociétaux et structurants. Toutefois, après, le risque, c'est que les monnaies locales, les monnaies complémentaires ne balkanisent pas les États, parce que ça pourrait faire des États dans l'État avec des risques de dérives communautaires qui pourraient être catastrophiques pour le lien social, mais ça c'est un débat plus de la politique. Est-ce que vous avez des observations à faire, ou moi je prends une autre question?
Juste les 50 000, vous évoquez 50 000 utilisateurs, on va dire, pour qu'une monnaie soit utilisable. Il faut que ces gens-là se connaissent, soient dans un espace assez limité et interagissent régulièrement, ou ils peuvent être éclatés aux quatre coins du monde. En Amérique latine, l'économie est assez conduite de façon un peu turbulente. Hein. Il y a des très hauts et des très bas. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ont été amenés à développer des monnaies locales et ils ont été amenés à les faire reconnaître par les banques centrales. D'accord ? Et donc c'est les seuls au monde qui ont une réelle expérience. Nous, on a évidemment beaucoup travaillé avec eux pour essayer de comprendre comment ils s'y prenaient. Ce qu'on observe, c'est qu'il faut qu'il y ait une part très significative d'utilisateurs qui les reconnaissent et que la Banque centrale, effectivement, pour revenir sur la réflexion que vous venez de faire, la Banque centrale ne fasse pas semblant de ne pas connaître. Ça ne peut pas se faire à son insu, bien au contraire. Ça doit être à la fois du top-down et du bottom-up pour que ça se rejoigne et que ça donne du lien. Très mal. Il faut qu'il y ait du lien social. Vous aviez une question, monsieur? Oui, c'était juste présenter juste un commentaire. J'étais en train d'écouter ce que disait Stéphane sur les monnaies encryptées qui seraient lancées par des gouvernements. Alexandre Pépin, je suis plutôt un enthousiaste de la blockchain, c'est pas vraiment. Je viens par moi-même. Le gouvernement suédois veut lancer le e-krone, backé sur Tangle. Apparemment, ils voulaient le faire sur Bitcoin, ils vont le backer sur Tangle. Donc, qu'est-ce que ça, en fait, par rapport à la réflexion que vous aviez, qu'est-ce que vous. J'imagine que vous devez le prévoir, ça devait être. Enfin, pas le prévoir, mais vous devez essayer de vous porter dans vos réflexions, j'imagine. Et puis il y a d'autres choses au niveau des monnaies locales, justement, c'est utilisé à un niveau, c'est utilisé au Kenya. Ils ont passé, alors il y a un projet qui est superbe, qui est un projet qui s'appelle le Gatina Pesa, et qui est le quartier de Gatina, justement, à Nairobi, qui est un quartier hyper pauvre dans les suburbs du Kenya. Et leur plus gros problème à eux, c'est la survie. Ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils n'ont même pas, l'argent n'arrive peut-être même pas jusque là-bas. Donc en fait, ils avaient créé une espèce de monnaie comme un Monopoly qui leur servait de troc, en fait. Donc ils avaient en fait recréé un blockchain, mais avec du papier. Et ils l'ont passé, mais vraiment au niveau informatique, parce que de toute façon tout le monde avait des smartphones, donc ils l'ont passé en numérique. Et ils ont fait un système blockchain local, et ça a une valeur, c'est backé sur la monnaie locale, et ça leur permet justement de pouvoir faire du troc sans que ce soit vraiment du troc. Donc ils ne vont pas changer des carottes avec des poulets, mais tout le monde va se baser sur la même monnaie. Donc il y a un phénomène d'adoption. Je ne sais pas s'ils sont 50 000. Je ne pourrais pas vous le dire, ils sont sûrement. C'est des expérimentations qui sont faites, pilotées par des chercheurs. Mais ça a quand même une très bonne. Occidentaux en général. Hein. Ouais, mais le modèle qu'ils ont recopié, c'est ce qu'on appelle le bâton de paille. Ah, mais c'est un modèle vieux comme le monde, c'est un voilà, système de troc. C'est un peu réinventer la monnaie locale si on réinvente le vélo. C'est notre forme d'intermédiation. Exactement. Le bâton de paille a été créé en amont de la monnaie, la vraie monnaie frappée que l'on connaît. Elle date de la Grèce et ensuite de Rome. Hein. À Rome, on a mis la tête des empereurs. Voilà. Mais avant, il y avait le bâton de paille et les plaques d'argile. Alors les plaques d'argile, c'était gravé dans les églises, dans les temples, par les sages, et ça conservait l'achat d'un champ, l'achat d'une maison, le mariage des époux et tout ça. Et le bâton de paille servait aux petites choses, le poulet, la carotte, la roue de la charrette. Mais ça, c'est ce qui permet justement à ces gens de pouvoir créer au-dessus. Parce qu'ils arrivent, voilà. Mais ils arrivent tout simplement à survivre là-dessus, à créer des mini-marchés en fait. Et ça, c'est très intéressant. Je voulais savoir par rapport à ça, parce que c'est vraiment l'application d'une monnaie locale, mais pas à Londres. Justement, il y a énormément. Ils n'ont pas vraiment besoin d'une monnaie locale. À Londres, le pound, il marche très très bien, il est disponible comme on veut. Mais là, justement, les monnaies locales ne sont pas disponibles, puisqu'ils ont besoin, ils n'arrive pas à exister. Donc justement, je voulais savoir par rapport à ça. Ce que je vais vous proposer, parce que leur tour, il y a d'autres tables rondes qui vont s'enchaîner. Ce que je vous propose,
finance-invasive comme à cette population. Et là, excusez-moi, c'est très intéressant. Et je proposerais bien de vous inviter à une table ronde quand j'aurai l'opportunité sur ces sujets-là. Vous serez tout à fait pertinent. Ce que je vous propose, c'est juste un petit mot conclusif de chacune des personnes. Allez-y, très rapidement. J'avais juste une question très rapide, c'est pour l'Institut Louis Bachelier. Est-ce que c'est un établissement public? Est-ce que des startups peuvent travailler avec l'Institut sur des sujets autour du carbone? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a de la coopération avec le monde des sociétés civiles sur les sujets blockchain, bien sûr? Ok, donc en 15 secondes. Okay. Oui, oui. C'est public-privé, la réponse est oui. D'accord. Un petit mot de conclusion, juste, ou de réflexion, mais 20 secondes chacun. Ouais, très rapide, mais la conclusion, c'est qu'on en est qu'au début, en fait. C'est passionnant et ça va prendre du temps. C'est ce qui explique aussi les échanges, et puis certains qui sont frustrés de ne pas pouvoir aller au-delà des questions, mais après, bon... Ah oui, parce qu'il y en a pas mal de questions. Voilà. C'est assez spectaculaire. Donc je vous invite à poursuivre les débats pendant les pauses. Et après, même pour là, il y a d'autres tables de rondes. recueillir, ça serait intéressant de recueillir les avis, je ne sais pas quels seraient les avis, mais il y a des choses qui sont assez stupéfiantes dans ce qu'on entend. Sans mettre de morale là-dessus, mais d'un point de vue économique, vous, monsieur, qui représentez votre entreprise, il y a pas mal de choses à dire. Vous êtes intervenu dans des registres très très différents. Mais complémentaires. Certaines choses sont très stupéfiantes. Hein. Et on peut se poser la question du sens, sur pas mal de choses que vous avez évoquées. Moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bras croisés, beaucoup de gens sur les smartphones. C'est très très futuriste hein, ce que vous avez évoqué. Et, voilà. Et je pense que les réactions des uns et des autres auraient pu être très enrichissantes pour vous aussi. Parce que en fait, vous êtes en pleine émulation tous les quatre. Tout à fait. Vous avez décollé là. Vous êtes parti sur Mars là. Vous êtes dans le sens positif, attention. On est limité par les 5 quarts d'heure. Ouais, bien sûr. Ça s'appelle la famille du futur. Oui, mais voilà. Mais il y a des fondamentaux en finance, en économie, des cycles. Il y a plein de choses qui font plus partie de vos hypothèses de on l'a peut-être pas assez abordé, mais voilà, exactement. On aurait pu aussi poser le cadre aussi, conceptuel, mais là, c'est l'objectif de la table ronde, c'est un peu le zapping et sur des différents sujets. Avec des thèmes très différents dans le financement, dans vous, monsieur, là, de votre activité, sur des sujets tous très différents. Mais vous êtes partis tous les quatre, vous êtes vraiment soudés, vous êtes partis tous les quatre faire quelque chose qui vous fait plaisir, ça se sent quoi. Non, mais juste la petite conclusion, il y a des cas opérationnels quand même, hein. C'est beaucoup de recherche. C'est ce que tout le monde recherche en fait, beaucoup de recherche et use case à l'époque. Peu de cas opérationnels, mais ça existe. Et pour revenir à la question sur les souverains, effectivement, il y a une dizaine de projets de e-monnaie, enfin d'États qui veulent Singapour, Petros, Venezuela, etc. C'est un vrai sujet, ça va être très intéressant de savoir comment ça peut émerger au niveau souverain. Petros, c'est un scam. Hein? Petros, c'est un scam, hein. C'est les Vénézuéliens. Oui, non, mais c'est une initiative parmi d'autres. Ouais. David, fin seconde conclusive. Pour moi, niveau prix, on est au niveau de la capitalisation. C'est pour ça qu'il y a ce graphe, on arrive par là, je pense. Et au niveau technologique, je pense que dans les années à venir, ce qui changera vraiment dans l'écosystème blockchain, c'est qu'on va beaucoup plus passer, alors là on a beaucoup entendu parler des ICO et tout ça, et je pense vraiment que dans les prochaines années, même pas un an, je pense vraiment qu'on entendra beaucoup parler de security token. On a un peu évoqué, mais on l'a pas vraiment évoqué beaucoup aujourd'hui. Et pour moi, c'est l'un des nouveaux moyens de financement qui remplacera pour presque sûr l'ICO et qui concurrencera peut-être des moyens de financement comme une levée d'action normale ou une levée par obligation. Ok. Alors moi je vais juste dire un petit mot. Je vais reprendre ce que disait Michel Saloff-Coste lors de son intervention. C'est qu'au-delà des données qui sont capitales, il y a la question de la confiance. Johan, David, Stéphane, je vous remercie. On peut les applaudir. Merci à vous.